Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce cours intitulé Politique comparée. Et moi, je m'appelle Jonas Pontusson, je suis le prof, l'enseignant responsable pour ce cours. Et mon objectif pour aujourd'hui, c'est présenter le cours, les thématiques du cours et également essayer d'expliquer l'organisation du cours pour vous. Mais d'abord, on va vous communiquer quelques informations qui concernent les séminaires dans les programmes BASPO et BARI. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais tout le monde me dit toujours les enseignants de ces séminaires ne peuvent pas identifier les étudiants qui sont peuvent être intéressés, qui sont concernés par ce séminaire. Et donc, il faut utiliser les cours comme le mien pour communiquer avec ces étudiants concernés. Donc, d'abord, pour les étudiants BASPO, on vous offre ce semestre 3 séminaires d'approfondissement. Et si je ne me trompe pas, si vous êtes en 3e année, il faut prendre un de ces séminaires. Et je pense que les séminaires sont réservés pour les étudiants en 3e année. Mais vous connaissez sans doute les règles mieux que moi. En tout cas, si vous vous intéressez d'un de ces séminaires d'approfondissement, vous deviez vous inscrire sur Moodle avant midi le 23, c'est-à-dire jeudi, je pense. Et vous pouvez utiliser ce code QR là. Mes diapositives pour cette séance aujourd'hui sont déjà sur le site Moodle et donc vous pouvez également trouver l'information là. Ensuite, je passe la parole aux enseignants des séminaires pour le programme BARI qui vont prendre 5-6 minutes, quelque chose comme ça, pour vous introduire, vous présenter les séminaires qui sont disponibles et qu'ils vont offrir ce semestre. Allez-y. Bonjour tout le monde. Merci Jonas pour ces 5 minutes. Alors moi je vais vous parler rapidement pour les BARI, donc c'est juste pour les étudiants du BARI, pour le séminaire de relations internationales auquel vous devez tous vous inscrire. Donc vous avez un lien qu'on va remettre à la fin des slides auquel vous devez vous inscrire avant jeudi 18h. Là vous avez les horaires avec les assistants. On va rapidement se présenter et présenter nos thématiques pour que vous puissiez faire un choix. Donc vous devez classer sur le lien par ordre donc de préférence les assistants avec lesquels vous voulez travailler. Pensez bien surtout aux horaires. Vous pouvez avoir envie de travailler sur une thématique, mais l'horaire ne vous convient pas. Donc pensez d'abord aux horaires avant de penser à l'enseignement. C'est assez important. Donc, ça c'est Katharina, donc elle n'est pas là, donc je vais rapidement vous montrer les thématiques. Donc elle est lundi de 14h à 16h et son séminaire est en anglais. So, hello everybody, I'm Stefania and I'm teaching this seminar on internet governance and the role of new technologies in international relations. As you can see from the slide, Monday 2 to 4, the course is in English, so even if you can submit your papers in French, you're required to speak English during the class. And as you can see, we're going to touch on internet governance and some major topics that we're going to cover is cybersecurity, information warfare, disinformation, and digital geopolitics. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste. Je vais donner le séminaire intitulé « Modèle de développement États-Unis versus Chine » qui aura lieu les lundis de 14h15 à 16h. C'est un séminaire qui va porter un peu sur la comparaison entre le modèle de développement des États-Unis et de la Chine, du coup, de comment ils vont donner de l'aide au développement aux pays en développement en fonction des normes libérales, du coup,
s'il y a la promotion de la démocratie ou pas, et comment, avec le changement de la structure internationale, cela va se modifier. Du coup, je vous conseille de lire aussi tous les syllabus dans les détails pour avoir plus de précision. Et je me réjouis de voir une partie de vous à mes séminaires. Oui. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nicolas. Donc, je donne le séminaire sur l'aide au développement également, mais qui est un peu plus généraliste, je pense, que celui de Jean-Baptiste, puisqu'il n'est pas uniquement basé sur le cas de la Chine et des États-Unis. Donc, c'est un cours à la fois sur les acteurs qui prennent part à l'aide au développement, les principaux débats de cette politique publique et ses transformations historiques, avec une perspective particulière sur les administrations d'aide au développement. Merci. Voilà, bonjour tout le monde, moi c'est Isabelle Bormester. Mon séminaire RI cette année sera sur l'Europe, la Russie et l'Ukraine. On va regarder justement les enjeux dans les relations entre l'Europe et la Russie et bien sûr aussi la guerre en Ukraine qui a commencé en 2014. Et le séminaire il aura lieu le jeudi de 12 à 14 heures. Et donc voilà, on regarde différentes thématiques qui concernent justement la situation actuelle, l'Europe centrale orientale, les développements institutionnels, ainsi que les relations énergétiques, questions d'identité, relations de pouvoir, tout ça. Merci. Donc, rebonjour, moi c'est Gaëlane. Donc, je donne le cours sur l'écologie politique, la gestion de catastrophes. Donc, on va parler de tout ce qui est politique internationale de l'environnement, ces grands moments, la manière dont est négociée toutes les questions autour de l'environnement, mais aussi l'aide humanitaire et la gestion post-catastrophe. Donc, c'est toutes les questions de résilience, de sécurité humaine, etc. Et un peu de géopolitique de l'énergie. Et je donne le cours le jeudi, de midi à 14h, en français. Et donc voilà, là vous avez les liens. Donc le syllabus, c'est le QR code, vous l'avez vu. Prenez bien ça en note, prenez-le en photo si jamais vous n'avez pas le temps. Donc c'est bien que pour les étudiants du Barry, comme ça on ne prend pas trop de temps sur votre cours et on n'embête pas trop. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe au cours. À ce cours-là, d'abord, on a déjà diffusé des syllabus en papier. Ils n'étaient pas suffisants, mais j'ai toujours 2-3 copies. Mais les syllabus sont déjà sur le site Moodle. Et donc, vous pouvez les trouver là. J'ai créé le site Moodle ce matin et ce qui est important peut-être, c'est que pour des raisons, la seule façon dans laquelle je peux le faire, c'est j'ai créé un nouveau site. Je n'ai pas utilisé l'ancien site du cours pour l'année dernière, donc c'est important que je vous cherchiez le cours politique comparée 2022. Pour avoir le syllabus et les informations qui sont au courant. Alors, voilà les deux noms et les coordonnées des deux enseignants. Moi, je suis l'enseignant principal, comme j'ai déjà dit, et ça, c'est dans le sens que c'est moi qui m'en occupe des conférences hebdomadaires. Anna-Lena Nadler, mon assistante, elle est là, elle va donner une conférence le mardi, mais plus importante, où elle va être principalement responsable pour le tutorat. Ouais. C'est Jérémy qui est indiqué. C'est l'ancien syllabus, on va changer ça, je m'excuse. Non, ce n'est pas l'ancien syllabus, c'est l'ancien diapositive. Alors, c'est pas... Voilà Anna-Lena Nadler, ce n'est pas Jérémy Poltier. Et on va
Je vais vous donner ces coordonnées. C'est tout dans le syllabus en tout cas. Et Anna-Lena va être la personne principalement responsable pour le tutorat. Elle va, comme j'ai déjà dit, donner une conférence et nous sommes effectivement co-responsables pour les évaluations des étudiants. Et Anna-Lena, elle a déjà entendu mon discours introductif, et donc elle va partir sans doute, mais vous allez tous la voir pendant le semestre. Comme vous avez déjà appris, le français, ce n'est pas mon langue maternelle, même pas ma deuxième ou ma troisième langue. Je suis d'origine suédoise et j'ai passé la plupart de ma vie professionnelle aux États-Unis. Je suis arrivé ici à l'Université de Genève il y a 10 ans et malheureusement, je n'ai jamais perfectionné mon français. Et donc, j'imagine que mon français va être un peu embêtant pour vous, mais aussi peut-être amusant de temps en temps. Quand je dis des bêtises, pour moi, ça va être toujours embêtant et jamais amusant. Mais ça va aller grâce à votre compréhension. Ça a allé d'autres fois, plusieurs d'autres fois. Ce qui est important, selon moi, c'est que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut m'interrompre et dire « alors, je n'ai pas compris ça », pour demander des clarifications. Et même si vous avez compris ça, ce que j'ai dit, vous êtes bienvenus m'interrompre pour disputer ce que j'ai dit. Même en anglais, je n'aime pas du tout parler pour 90 minutes seul, sans interruption, sans réaction. Donc, vous devrez être à l'aise de m'interrompre pour question de clarification, pour disputation. Et concernant les langues, la question des langues, je dois aussi vous avertir dès le début que tous les lectures pour ce cours, lectures requises, sont en anglais, y compris un livre que vous devrez lire, peut-être pas dans son intégralité, mais beaucoup de chapitres dans ce livre. Donc voilà le deal que je vous propose. Moi, je dois parler le français, que je n'aime pas. Vous devrez lire en anglais. D'accord ? Alors, voilà la présentation, la structure de la présentation pour aujourd'hui. D'abord, je vais introduire les thématiques du cours et ensuite, vers la fin, je vais parler brièvement de la structure du cours et les aspects pratiques. En ce qui concerne les thématiques du cours, je propose de distinguer entre les enjeux méthodologiques et les enjeux plutôt substantiels ou, si vous voulez, théoriques. Les enjeux méthodologiques concernent l'approche comparée ou l'approche comparativiste à l'étude des phénomènes politiques. Et c'est une thématique ou une question qu'on va principalement discuter, aborder à travers des lectures qu'on va discuter dans les tutorats. Comme vous verrez, ces lectures vont exemplifier des approches différentes d'un sens méthodologique. Et l'idée de ce qu'on va discuter ensemble, on va essayer d'identifier et discuter les forces et les faiblesses de chaque de ces approches. Par contre, c'est principalement dans les conférences que nous allons aborder une sélection de questions substantives qui ont animé beaucoup de politologues ou politicistes, comparativistes. Et donc, je vais pour aujourd'hui, juste introduire un peu ces deux enjeux
différentes. Normalement, on prendra une pause après à mi-temps, mais je propose aujourd'hui aller jusqu'au bout sans pause pour être sûr d'y arriver et peut-être on peut finir un peu avant 16 heures, j'espère. J'aimerais aussi encore une fois noter que toutes les informations pratiques qu'on va discuter à la fin de ma présentation aujourd'hui, ils sont tous dans le syllabus, et donc c'est pas vraiment, même si on n'a pas le temps pour discuter tous les détails, l'information est déjà là. Deux autres clarifications préliminaires. Dans ce cours, on va s'intéresser principalement, on sait que on peut peut-être appeler le processus ou les processus politiques, le comportement des citoyens, le comportement de partis politiques, groupes d'intérêt, donc ça, c'est le processus plutôt que les politiques. En anglais, on fait toujours la distinction entre politics et policy. C'est embêtant pour moi. En français, on ne peut pas vraiment faire cette distinction entre le processus, les outputs, les résultats du processus. Mais donc, disons juste qu'en anglais, ce cours est principalement un cours de comparative politics, plutôt qu'un cours en comparative public policy. Il y a un autre prof dans mon département, Frédéric Varron, qui donne des cours dans comparative public policy. Moi, je m'intéresse des résultats du processus, mais c'est principalement le processus, les stratégies des partis politiques, le comportement des citoyens, groupes d'intérêt, on va se focaliser sur le processus. Et également, et c'est juste pour Truth in Advertising, on va principalement, presque complètement, se focaliser sur les pays qu'on peut peut-être appeler les démocraties occidentales ou les démocraties libérales, démocraties de longue durée, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, cette famille de pays dont on va principalement discuter. Comme vous savez déjà peut-être, et vous pouvez certainement imaginer, il y a une grande littérature comparativiste sur les politiques des pays en développement et également les régimes autoritaires dans le monde. Et moi, je ne vais pas discuter cette littérature-là que peut-être très, très brièvement. Je préfère traiter quelques thématiques d'une manière un peu plus approfondie au lieu de traiter toutes les grandes questions dans la politique comparée d'une manière plutôt superficielle. Et donc, il faut choisir, et il fait du sens, me semble-t-il, choisir des sujets qu'on connaît un peu. Et donc, moi, je vais parler beaucoup de la Suède et des États-Unis, mais également les autres pays d'Europe de l'Ouest. Pas beaucoup sur la Suisse. Vous connaissez la Suisse beaucoup mieux que moi, donc on va poser certaines questions concernant le cas suisse en perspective comparée, mais il y a évidemment beaucoup d'autres cours sur la politique suisse que qu'on vous offre ici. Cela dit, je suis confiant que beaucoup de questions thématiques, méthodologiques et également substantielles qu'on va aborder dans ce cours seraient utiles pour vous si vous voulez écrire votre PDR sur d'autres pays, Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, etc. Alors, du point de vue de méthodologie, on dit souvent que
là, un moment, hop. On dit souvent que la politique comparée, c'est une sous-discipline de la science politique, et on dit souvent que c'est la seule sous-discipline qui est définie par une méthodologie. Les autres sous-disciplines, la politique suisse, l'administration publique, la théorie politique, les relations internationales, le comportement politique, c'est plus ou moins les disciplines principales. Eux, ils sont définis par leur objet, ce qu'on étudie dans cette sous-discipline. Par contre, la définition de la politique comparée, c'est une méthode, l'analyse comparée. Et donc, il faut poser la question, à mon avis, qu'est-ce que c'est une analyse comparée? Qu'est-ce que c'est qu'on doit comparer, les choses qu'on va comparer? Quels sont les buts d'une comparaison? Et comme le premier objectif du cours, et surtout dans les tutorats, c'est une présentation et une discussion de plusieurs approches à l'analyse comparée. Pourquoi comparer les choses? On peut dire, dans ce domaine-là, on peut comparer pour faire des évaluations comparatives. Est-ce qu'il y a certaines manières d'organiser les élections qui sont mieux que d'autres manières d'organiser les élections, par exemple? Est-ce que la démocratie suisse est la meilleure démocratie du monde ou non? Est-ce qu'il y a d'autres démocraties qui sont meilleures que la Suisse? C'est pourquoi? Donc on peut faire des comparaisons pour avec des buts normatifs, évaluatifs, si vous voulez. Mais je pense que la plupart des politologues, moi, y compris moi-même, sont plutôt intéressés dans la comparaison pour expliquer les choses. Et la question devient, qu'est-ce que c'est qu'on va comparer? L'analyse des comportements politiques implique des comparaisons entre individus. Dans toutes ces analyses, j'imagine que vous avez déjà rencontré des analyses de comportement, attitude des individus. On fait comparaison entre hommes et femmes, on fait comparaison entre jeunes et âgés, on peut faire les comparaisons entre ouvriers et professionnels, etc., etc. Et ça, à mon avis en tout cas, ce n'est pas la politique comparée. La politique comparée implique une analyse comparée qui fait référence à un certain type de comparaison, et c'est la comparaison entre ce que on peut peut-être dire contexte macro. C'est-à-dire, si on est un comparativiste dans le sens de ce cours-là, on s'intéresse pas seulement dans les effets d'être ouvrier ou professionnel pour le comportement politique, mais on s'intéresse également de différences entre conséquences d'une occupation professionnelle, ouvrier, aux conséquences de l'âge dans des pays différents. Est-ce que l'effet d'être ouvrier a des conséquences pour le comportement politique en Suède qui sont différentes que les conséquences d'être ouvrier pour le comportement politique en Suisse, par exemple? Donc, le contexte macro, c'est ça, et c'est la comparaison de contextes macro différents. Ça, c'est la clé de cette idée d'analyse politique comparée.
Et souvent, mais pas toujours, souvent, comme dans l'exemple que j'ai juste vous donné, les contextes macro, c'est les pays. Différents pays, différents systèmes politiques, etc. Mais on pourrait également comparer, dans ce sens-là, d'autres contextes macro, par exemple les régions, les cantons différents. En Suisse, c'était pour moi très intéressant quand je suis arrivé ici. Il y a beaucoup de politologues suisses qui font des analyses comparées, dans mon sens, mais qui s'intéressent que des cantons suisses. Et ça fait bon sens, mais c'est toujours la même idée. On ne s'intéresse pas seulement sur les partis, mais on s'intéresse des partis dans un contexte différent. Et la variation à travers ce contexte. On peut également imaginer une analyse comparée dans ce sens-là, qui fait des comparaisons entre domaines politiques différents, politique de l'éducation par comparaison à aux politiques sociales, par exemple. Et on peut également imaginer concevoir les contextes macro en termes de période historique ou période temporelle. On peut imaginer une comparaison entre la politique du Royaume-Uni dans les années 60 par comparaison aux années 2010, par exemple. Le contexte macro a changé dans plusieurs manières et quelles sont les conséquences de ce changement du contexte macro, contexte institutionnel, contexte global, relation avec des autres pays, etc. Quelles sont les conséquences de ce grand changement dans le contexte macro pour le comportement des citoyens, partis politiques, groupes d'intérêt, etc. Alors, donc, ma définition, l'analyse comparée, c'est l'analyse des conséquences des contextes macro pour le comportement politique. Et comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs contextes macro potentiels et il y a des conséquences aux plusieurs niveaux potentiels. On peut s'intéresser des individus, on peut s'intéresser des acteurs politiques et politiques gouvernementales. Maintenant, j'aimerais juste, et on va discuter ça beaucoup plus dans les semaines qui viennent, mais j'aimerais juste introduire deux approches ou deux lignes d'analyse politique, de distinction parmi les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là. D'abord, on peut faire une distinction entre l'approche quantitative et l'approche qualitative. Et ça, c'est la distinction effectivement entre une analyse de beaucoup de cas ou un échantillon de cas contre une comparaison de cas beaucoup plus ciblés, bien choisis pour des résultats sélectionnés souvent pour leurs particularités. Je vais vous donner deux exemples tout de suite. Et l'autre distinction qui me semble importante, peut-être même plus importante que la distinction entre quanti et quali, concerne la distinction entre une approche déductive et une approche inductive. Un moment. Donc, une approche déductive, ça veut dire que j'ai une théorie, je commence avec une théorie, j'ai une idée que certains
il y a certaines variables, peut-être le système électoral, la distinction, disons, entre un système majoritaire, comme dans les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, ou le système proportionnel dont on va discuter, mais le système proportionnel, c'est-à-dire le système électoral en Europe continentale et dans les pays nordiques. Et on va supposer, il y a plusieurs théories sur les conséquences de cette distinction. Le modèle, le mode, le scrutin électoral a des conséquences. Moi, j'ai une théorie et maintenant, je vais tester cette théorie avec des données empiriques. L'autre approche, c'est une approche plutôt inductive. J'observe un phénomène, peut-être quelque chose qui me semble un puzzle entre deux pays ou plusieurs pays, et je vais essayer de comprendre pourquoi ils se comportent d'une manière ou autre. Et donc, on a ces deux distinctions, distinction entre Cayley et Canty et distinction entre une approche déductive, theory testing, et une approche de puzzling, une approche inductive. Et dans le domaine d'une approche inductive, presque tous les comparativistes, tous les politologues qui utilisent cette orientation se réfèrent font appel à une discussion dans un livre par ce fameux philosophe libéral, même peut-être socialiste à un certain moment donné, John Stuart Mill, qui a publié au milieu du XIXe siècle un livre qui s'appelle A System of Logic. Et dans cette discussion, Mill a proposé deux méthodes pour identifier les causes d'un phénomène qu'on observe dans certains cas. On les appelle les cas positifs. Et on n'observe pas le même phénomène dans des autres cas. On les appelle les cas négatifs. Et donc, selon la logique de Mill, il y a deux manières de procéder. La méthode d'accord, the method of agreement, et la méthode de différence, the method of difference. Donc, si on utilise la méthode d'accord, on cherche les variables explicatives que tous les cas positifs ont en commun. Et par contre, si on utilise la méthode de différence, on cherche les variables explicatives que les cas positifs et les cas négatifs n'ont pas en commun. N'est-ce pas? Donc, méthode d'agreement, d'accord. Qu'est-ce que c'est que tous les cas positifs ont en commun? Méthode de différence, qu'est-ce que c'est que les cas positifs et les cas négatifs n'ont pas en commun. Et finalement, et pour Mill, ça c'est l'idée principale, on doit utiliser ce qu'il appelle la méthode jointe, c'est-à-dire on doit appliquer tous les deux principes. Et juste pour vous donner un exemple de cette approche, une approche qui est certainement pas quantitative dans le sens de statistique. Et mon exemple, c'est un livre que je connais assez bien par une politologue américaine qui s'appelle Valerie Bunce, une ancienne collègue de moi là-bas. Et dans ce livre, Bunce identifie un puzzle. La chute du socialisme d'État a été accompagnée par le démantèlement
de l'État lui-même dans certains pays, dismantlement of the state. L'Union soviétique n'existe pas aujourd'hui, même si Poutine voulait, mais il n'existe pas. La Tchécoslovaquie n'existe pas aujourd'hui, et la Yougoslavie n'existe plus non plus. C'est-à-dire, dans certains pays, la chute du socialisme d'État a été accompagnée par le démantèlement de l'État, par la scission, par la création de nouveaux États. Par contre, la Pologne, l'Hongrie, la Roumanie, ils sont tous là, n'est-ce pas? Ils ne sont pas régime socialiste d'État, mais les États, l'État polonais, l'État hongrois, l'État roumanien, existent toujours. Et donc, ça, c'est le puzzle. Pourquoi cette variation entre cas positif, c'est-à-dire dans ce cas de démantèlement, et cas négatif, cas sans démantèlement? Et selon Bunds, il y a 3 arguments qui ont été proposés pour répondre à cette question. 3 hypothèses, ces hypothèses, c'est des hypothèses dans la littérature existantes. D'abord, hypothèse numéro 1, le démantèlement d'État est lié à la structure fédérale de certains États. Les États fédéraux ont été démantelés, mais les États unitaires n'ont pas été démantelés. Hypothèse 2, si on a des minorités ethniques qui sont concentrées dans certaines régions du pays, ça crée les conditions pour une contestation de l'État. Hypothèse 3, si on a eu la mobilisation nationale par des groupes ethniques ou régionaux avant l'introduction du socialisme d'État, cette mobilisation nationaliste préalable explique la différence entre les pays. Et donc, l'idée de Bunds, c'est qu'on peut peut-être utiliser la logique de Mill pour trancher parmi ces hypothèses, ces arguments différents. Et voilà ce qu'elle fait dans son livre. D'abord, il regarde les cas positifs et on va essayer d'éliminer effectivement les variables que les cas positifs n'ont pas en commun. Donc, elle regarde les 3 pays dans lesquels, ou les 3 cas dans lesquels l'État a été démantelé. Ils sont tous fédéraux. Il y avait dans chacun de ces pays, pendant la période socialiste d'État, les États socialistes avaient des structures fédérales. Il y avait même dans l'Union soviétique une république ukrainienne qui était partie de ça. Donc, ils étaient tous fédéralistes et dans tous les cas, on a eu des minorités ethniques concentrées importantes. Donc, on ne peut pas éliminer, tous les deux peuvent être des explications de démantèlement de l'État. Par contre, cette mobilisation nationaliste préalable avant l'Union, avant le socialisme d'État, on a eu ce type de mobilisation nationaliste en Yougoslavie, mais pas dans l'Union soviétique et pas évidemment dans le cas tchèque non plus. Et donc, cette méthode, la méthode d'accord, élimine la mobilisation préalable comme explication satisfaisante, selon Bunds. Mais vous voyez, ce qui est important ici, c'est juste la logique. Ensuite, elle regarde ou elle applique la méthode de différence.
Et ça veut dire on regarde les pays négatifs et on pose la question, est-ce que les cas négatifs, qu'est-ce que c'est qui différencie les cas négatifs par rapport aux cas positifs? Tous les cas négatifs sont non fédéraux, c'est-à-dire c'est des cas des États socialistes unitaires. On trouve même dans les cas négatifs des minorités concentrées, assez importantes. Et donc, dans ces cas, ou cette comparaison entre cas positifs et cas négatifs, nous permet d'éliminer cette variable minorité ethnique importante concentrée. Et donc, selon la logique de Mill appliquée à cette question-là par Bunce, on arrive à la conclusion que le fédéralisme est la variable principale, même peut-être la seule variable qui explique le démantèlement de l'État parmi les pays post-communistes. Alors, voilà un exemple de cette logique inductive. Ce n'est pas une théorie, ou elle ne commence pas avec une théorie, elle commence avec une puzzle, elle essaie d'identifier des cas qui ouvrent la possibilité de trancher parmi des hypothèses différentes. Il y a beaucoup d'études comparées qui appliquent seulement la méthode de différence, c'est-à-dire on regarde 2 ou peut-être plusieurs cas, on va rencontrer ce type d'analyse, ce type d'études dans le cours. Et on se pose la question, pourquoi quelque chose est arrivé dans un pays et pas dans un autre? Et la seule chose que j'aimerais dire maintenant, pour le moment, c'est que si on applique seulement la méthode de différence, c'est très important que les cas qu'on choisit de regarder, d'étudier, sont suffisamment similaires. Et on appelle, de temps en temps, il y a dans la discussion méthodologique, on parle de most similar system design. Par exemple, on a eu dans les années 70, dans plusieurs pays, un phénomène que les politologues appellent souvent révolte fiscale. C'est-à-dire les citoyens ont été fâchés, pensaient que le taux des impôts était trop élevé. Aux États-Unis, on a eu des référendums en Californie, dans plusieurs autres États, pour imposer des plafonds sur les impôts, sur les propriétés immobilières, et l'élection de Ronald Reagan en 1980 a été clairement inspirée par ce sentiment que les impôts étaient trop élevés. Et au Danemark, on a eu un nouveau parti, un peu populiste, le précurseur de beaucoup de partis populistes qui vont arriver plus tard. Pour ce parti, le Volksparti, l'enjeu principal, c'est limiter les impôts. Dans des autres pays, comme la Suède par exemple, la question des impôts n'était pas devenue un enjeu important, en tout cas pas à ce moment-là. Et donc, on pourrait imaginer deux études comparées. Une étude qui pose la question, pourquoi observe-t-on une révolte fiscale aux États-Unis, mais pas en Suède dans les années 70? L'autre étude pose la question,
pourquoi observe-t-on une révolte fiscale au Danemark, mais pas en Suède, à ce moment-là? Et je pense que vous voyez déjà, ou je pense que tout le monde est ou devrait être d'accord que la deuxième étude est beaucoup plus prometteuse dans un certain sens, n'est-ce pas? Si on pose la question, quelles sont les différences entre la Suède et les États-Unis qui peuvent expliquer ce phénomène, la présence de ce phénomène aux États-Unis et l'absence de ce phénomène en Suède, c'est évident qu'on va arriver à une liste de 10, 15 variables différentes. Les deux pays sont trop différents pour trancher sur une question comme ça. Par contre, le Danemark, la Suède, deux petits pays européens, protestants, blondes, etc., c'est une comparaison qui fait beaucoup plus de sens. Si on observe quelque chose au Danemark, mais pas en Suède, ça fait, on a suffisamment, peut-être, on a suffisamment de similarités pour être capable de dire quelque chose sur la question de révolte fiscale, quelles sont les conditions qui suscitent des révoltes fiscales. Alors, donc, et on va discuter quand nous rencontrons dans le tutorat plusieurs études de cas comme ça. Une des questions, c'est clairement, est-ce que les cas sont suffisamment similaires pour soutenir les conclusions que l'auteur veut faire ou veut proposer? Alors, laissons de côté cette question de similarité. Il y a beaucoup de personnes qui font des critiques de cette approche millienne, cette approche inductive. Et les critiques principales, selon moi, c'est que... Bon, j'ai perdu quelque chose, mais en tout cas, les critiques. D'abord, on peut poser la question pourquoi on a eu le démantèlement de l'État dans certains cas et pas dans d'autres cas. On peut poser la question pourquoi on a eu des révolutions sociales dans certains cas et pas dans d'autres cas dans l'histoire. Mais beaucoup des résultats de la politique qui nous intéressent sont souvent une question de degré. En anglais, on parle de continuous variables, variables continues. Et ce n'est pas évident que cette approche nous aide avec des résultats, si les résultats sont plutôt... Donc l'idée, l'exemple de ce livre de Bunz nous montre que ça fait du sens de penser comme ça si les résultats sont oui, non. Mais si on s'intéresse d'expliquer, par exemple, le niveau des dépenses sociales, la taille de l'État-providence, différence parmi les pays, ce n'est pas évident que cette approche millienne est appropriée pour faire ça. Et même pour les événements comme le démantèlement de l'État, on peut peut-être argumenter que la logique des 1000 est trop déterministe. X, dans une perspective plutôt probabiliste, et je pense que la plupart de nous ont une perspective probabiliste, c'est-à-dire X augmente la probabilité d'observer Y, mais X n'est pas une cause suffisante pour le phénomène Y. Et la deuxième critique, c'est que la causalité n'est pas seulement probabilistique, mais aussi il y a une pluralité, c'est-à-dire on peut arriver à un certain résultat, un certain outcome par plusieurs chemins. Et on va discuter ça un peu plus.
L'approche déductive quantitative, je vais vous juste donner un exemple. C'est un chapitre dans un livre qui s'appelle Fighting Poverty in the United States and Europe. Et la question dans ce livre, et on va discuter ce chapitre plus tard, mais j'aimerais juste introduire l'idée, la théorie de ces deux auteurs, chercheurs, économistes américains. Alessina était italien, mais il travaillait aux États-Unis. L'idée, leur théorie, ils commencent avec une théorie. La théorie dit que la fractionnalisation raciale, ethnique, sape le soutien pour la redistribution parmi les électeurs aux revenus moyens. Ça, c'est une théorie générale. Pour eux, c'est probablement l'explication pourquoi l'État-providence, les dépenses sociales sont beaucoup plus basses aux États-Unis qu'en Europe de l'Ouest. Et ils discutent certains aspects de l'histoire des États-Unis, évidemment l'esclavage et des trucs comme ça. Mais le test principal qu'ils vont pour leur théorie, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a une association statistique entre la fractionnalisation ethnique, raciale et la taille de l'État-providence à travers les pays? Donc, et voilà la preuve. Donc, c'est une manière de penser de la comparaison entre pays qui est tout à fait différente que la manière de Bunds, à mon avis. Bunds, elle pense en termes de cas positifs, quelque chose est arrivé dans ces cas-là, cas négatifs, on fait les comparaisons entre cas selon la logique de 1000. Dans ces cas-là, on développe une mesure de la fractionnalisation raciale. Dans ces pays-là, et on va discuter cette mesure plus tard, le pays à gauche, sur l'axe horizontale, sont des pays qui sont presque tout à fait homogènes, selon ces mesures-là. Une seule race, on peut poser la question qu'est-ce que c'est la race, etc. Mais ça n'importe pas pour le moment, mais on va discuter ça. Les pays homogènes et les pays pluriels ou fractionnalisés, ça c'est la mesure sur l'axe horizontal, c'est qu'on appelle normalement l'axe X, et sur l'axe Y, l'axe vertical, on a une mesure des dépenses sociales comme pourcentage de produits bruts internes, gross domestic product. Et vous voyez là qu'il y a une association, vous voyez clairement qu'il y a une association entre ces deux variables. Et voilà, on a fini. La preuve, la théorie a été soutenue par une analyse comparée, pas vraiment une analyse comparée des cas, mais une analyse comparée des variables basées sur les pays. Et on va rencontrer encore une fois plusieurs exemples de ce type de... On appelle ça en anglais scatterplot. Je n'aime pas le mot français. Qu'est-ce que c'est ce graphique-là? C'est un nuage de points, quelque chose comme ça? Ça ne fait pas du sens pour moi, mais moi je vais les appeler les scatterplots. Et il y a évidemment, il y a des limites de l'analyse des cas, comparaison des cas dans la manière de Bunds, et il y a évidemment également des limites de l'analyse scatterplot ou l'analyse quantitative proposée par Alessina Glaser. Chaque fois qu'on vous montre
un graphique comme ça, il y a deux questions qu'il faut poser. D'abord, la question de spuriousness, fausseté. Est-ce qu'il y a peut-être une troisième variable qui explique les mesures sur tous les deux axes ici, c'est-à-dire, ce n'est pas évident que c'est ces deux variables qui sont vraiment importantes. Peut-être il y a une troisième ou il y a d'autres variables qui ont une influence sur les deux ici. Et l'autre question qu'on doit poser, c'est supposons qu'il y a cette association, supposons que c'est une association qui n'est pas fausse, qui n'est pas à cause de quelque chose d'autre, supposons qu'il y a une vraie association entre les deux variables. Quelle est la cause et quel est le résultat? Est-ce que la causalité est inverse par rapport à la théorie ou l'hypothèse proposée par le chercheur? Dans ces cas, je ne pense pas que ça fait du sens. Je pense qu'il y a peut-être un problème avec la fausseté, spuriousness. Peut-être les pays qui sont plus riches sont également plus homogènes, et c'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, peut-être c'est vraiment le niveau de développement qui est la vraie cause, disons. En ce qui concerne causalité inverse, c'est moins clair parce que l'idée de causalité inverse dans ces cas-là, ça implique que les races minoritaires cherchent les pays avec des niveaux de dépenses sociales plus élevés. Peut-être à cause de l'immigration, mais ce n'est pas évident pour moi. Mais en tout cas, on a ces deux questions qu'il faut toujours poser par rapport à des analyses quantitatives. Est-ce que c'est vraiment une association entre ces deux variables? Est-ce qu'il y a d'autres variables qui peuvent expliquer cette association? Et l'autre question, c'est la causalité inverse. On dit toujours dans le cours des méthodes quantitatives, je pense qu'on dit toujours ça en tout cas, on a toujours dit ça dans le cours que j'ai pris il y a 40 ans, la corrélation n'est pas la même chose que la causalité. Et même si on observe une association statistique entre variables d'intérêt, il faut essayer de montrer que les mécanismes causaux sont vraiment les causaux, les mécanismes causaux supposés par la théorie. Et pour faire ça, on peut imaginer des analyses, des enquêtes, entretien avec les acteurs et ou une sorte de process tracing. Et on va rencontrer ces problématiques-là dans le cours. Je pense que je laisse ça, beaucoup des études, parmi les articles qu'on va lire pour ce cours, il y a des exemples de ce qu'on appelle multi-methods designs. On essaie de faire l'analyse quantitative et l'analyse qualitative au même temps ou dans la même étude. Alors, passons très brièvement, j'ai parlé trop de ça, je pense, sur les thématiques un peu plus substantielles, disons. Et ce que j'aimerais juste vous avertir pour vous, c'est que la politique comparée comme sujet, comme discipline, sous-discipline, est très, très étroitement liée à ce qu'on peut peut-être appeler la perspective institutionnaliste sur la politique. Presque tous les politologues qui font des analyses comparées entre pays
sont convaincus, à mon avis, que le système politique institutionnalisé, par exemple les règles électoraux, ont des conséquences. Et c'est pour cette raison qu'on se focalise sur les pays, parce qu'au niveau de presque toutes les institutions politiques les plus importantes sont définies au niveau de pays, au niveau national. Et l'exemple principal, en tout cas pour notre cours, de cette perspective institutionnaliste, c'est un livre qu'on va discuter. Moi, je vais discuter ce livre pendant 2-3 cours. Et c'est un livre par un chercheur travaillant aux États-Unis, mais un néerlandais. Beaucoup de bons politologues européens ont se déplacé aux États-Unis parce que les universités payent mieux, etc., etc. Mais en tout cas, là, il part d'origine néerlandaise. Il a écrit plusieurs livres, et surtout ce livre qu'on va discuter, qui s'appelle Patterns of Democracy. Et c'est une analyse comparée, quantitative, de 36 pays. Et ces pays ont été démocratiques en 2010 et ils avaient été démocratiques pour plus que 20 ans. C'est ces critères pour définir son échantillon. Et juste avant que j'explique l'importance de ce livre et l'importance de notre rencontre avec ce livre, j'aimerais juste vous donner une définition de la démocratie. Voilà une définition formelle. J'aime bien cette définition, mais ce n'est pas la mienne. Et je pense que presque tout le monde est d'accord avec cette définition. La démocratie, c'est un système politique dans lequel ceux qui font et appliquent les lois, les gouverneurs, si vous voulez, sont responsables devant ceux qui doivent obéir aux lois, les citoyens, à travers des élections régulières et compétitives au suffrage universel et égal. Voilà, ça c'est la démocratie et on peut appliquer ce critère selon moi. Et c'est évident que la Russie n'est pas une démocratie aujourd'hui. C'est évident que la Chine n'est pas une démocratie et beaucoup d'autres pays qui ne sont pas des démocraties. En même temps, le suffrage... OK. Donc, il y a, dans cette définition, il y a 3 critères qui me semblent très importants. Responsabilité, ou en anglais, on parle souvent de accountability. Les gouverneurs devraient être responsables. Il faut qu'ils doivent expliquer leurs décisions aux citoyens et les citoyens peuvent les sanctionner s'ils n'aiment pas les décisions que les gouverneurs ont prises. C'est une démocratie représentative, n'est-ce pas, qui est, évidemment, il y a une composante démocratie directe dans les cas suisses, mais dans la plupart des cas, on n'a pas eu cette composante, et en tout cas, même la Suisse est, à mon avis, principalement une démocratie représentative plutôt qu'une démocratie directe. En tout cas, responsabilité, il faut avoir des élections régulières et compétitives, et, c'est-à-dire compétitives, il faut avoir plus qu'un parti qui conteste les élections, et finalement, il faut avoir un suffrage universel et égal. Le suffrage universel et égal laisse ouvert ce critère, j'aimerais juste noter que ce critère reste ouvert la possibilité que certains citoyens ont beaucoup plus d'influence sur la politique et les politiques que d'autres citoyens, et c'est une question qu'on va discuter plus tôt. Et c'est bien possible, je pense, que certaines démocraties sont plus égales
que d'autres. Mais pour le moment, il faut juste, à mon avis, se mettre d'accord que ça, c'est une définition qu'on peut utiliser, qui a une certaine valeur heuristique. Alors, selon la perspective de Leibhardt, ou la perspective comparativiste exemplifiée par Leibhardt, l'idée principale, c'est la suivante. Alors, tous les pays on a beaucoup de pays qui satisfont ces trois critères, mais ils les satisfont de manière très, très différente. Et il y a beaucoup de manières dans lesquelles on peut organiser les élections, la représentation et la responsabilité. Et il y a, selon Leibhardt en tout cas, 3 dimensions principales de variation dans la manière d'organiser la démocratie. Première distinction, première dimension de variation, État unitaire contre État fédéral. La Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, ils sont tous démocraties et ils sont des démocraties, des États fédéraux. Par contre, la Suède, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, etc., la France, évidemment, sont également démocratiques, mais avec des États beaucoup plus centralisés, beaucoup plus unitaires. Donc ça, c'est la première dimension on ne peut pas dire que, on veut pas dire que les États fédéraux sont plus démocratiques que les États unitaires. Donc, ils sont tous démocraties, mais c'est une distinction institutionnelle assez importante. Deuxième distinction institutionnelle concerne la manière de constituer le gouvernement. Et au niveau national, mais également au niveau des cantons ou des unités sous-nationales. Et voilà la distinction entre gouvernement parlementaire, tous les ministres, tous les gens qui gèrent l'exécutif du gouvernement sont élus par et responsables lors du Parlement. Et au contraire, par contre, les régimes présidentiels dans lesquels le chef d'État est élu par le peuple. On a toujours des parlements aux États-Unis, au Brésil, etc. On a toujours des parlements, mais on a une séparation entre la branche exécutive responsable au président, élu par le peuple, et le gouvernement et le Parlement ou la branche législative du gouvernement. Et donc, encore une fois, on ne peut pas dire que le régime parlementaire sont démocratiques et les régimes présidentiels ne sont pas démocratiques. Il y a 2 manières d'organiser la démocratie différentes, 2 manières différentes d'organiser la démocratie. Et troisième, et pour Leibhardt peut-être la dimension, la distinction la plus importante, et c'est la distinction entre systèmes électoraux majoritaires et systèmes électoraux proportionnels. Et on va discuter cette distinction plus la semaine prochaine, mais comme vous savez, probablement, le Royaume-Uni, c'est une démocratie, État unitaire, gouvernement parlementaire et élection majoritaire. C'est-à-dire le parti qui gagne la majorité de votes dans une circonscription gagne le siège. Par contre, la Suède, démocratie,
unitaire, juste comme le Royaume-Uni, gouvernement parlementaire. Donc on a tout ça en commun avec le Royaume-Uni, mais les élections sont organisées d'une manière tout à fait différente, d'une manière de PR proportionnelle, c'est-à-dire on a des circonscriptions avec beaucoup de candidats qui vont être élus dans chaque circonscription et chaque parti gagne un nombre de sièges dans le Parlement qui correspondent à son pourcentage de vote. Et donc, par conséquent, on a aujourd'hui, en Royaume-Uni, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on a essentiellement deux partis politiques, le parti travailliste et le parti conservateur. Et en Suède, aujourd'hui, on a, comme en Suisse, 8-9 partis différents et ils ont tous une représentation parlementaire. Et on va discuter avec Leibhardt cette question de quelles sont les différences, quelles sont les conséquences de ces différences institutionnelles. Et juste pour avertir un peu ce qui va suivre, selon Leibhardt, il y a deux visions de la démocratie différentes. La vision majoritaire, exemplifiée par le Royaume-Uni, la démocratie, ça veut dire que la majorité des citoyens, électeurs, décident les politiques gouvernementales. Et au contraire, la vision consensuelle, exemplifiée par la Suisse, la démocratie, ça veut dire que tous les citoyens sont représentés dans le processus décisionnel, que le pouvoir politique est partagé parmi les groupements les plus importants des citoyens. Peut-être pas tous les citoyens, tous les groupes, mais tous les grands groupes devraient être participants, représentés dans le système. Et on va discuter ça. Est-ce que c'est clairement un jugement normatif, mais aussi, selon Leibhardt, où il veut nous convaincre que, oui, pour lui, le projet normatif de Leibhardt, c'est nous convaincre que la démocratie consensuelle, la Suisse, est beaucoup plus meilleure que la démocratie majoritaire. Et cette question, d'un point de vue de normatif, on va discuter qu'est-ce que c'est les critères, ces critères de bonne gouvernance, est-ce que c'est le bon critère ou non. Mais je m'intéresse principalement au projet explicatif comparativiste de Leibhardt. Et dans le cours, d'abord dans les 2-3 cours qui viennent, je vais d'abord discuter et présenter les arguments et les données présentées par Leibhardt, mais ensuite je vais également développer une critique de cette approche institutionnaliste. À mon avis, une question qui se pose, qu'on doit discuter d'une manière critique, c'est Leibhardt nous montre qu'il y a des associations statistiques entre dimensions différentes de la démocratie et résultats ou choix politiques. Mais quels sont les mécanismes causaux, à mon avis? C'est une de mes critiques de ce livre. Les mécanismes causaux ne sont pas toujours très clairs. L'autre problème, c'est les institutionnalistes veulent nous convaincre que les institutions sont tellement importantes, mais à mon avis, la question qui se pose immédiatement, c'est comment expliquer les institutions? Pourquoi les systèmes électoraux sont différents dans les pays différents?
Ça, c'était également un choix politique. Et ça pose la question de endogénéité des institutions. Est-ce que les institutions sont vraiment des variables causales externes au processus politique? Finalement, ou peut-être finalement, pour moi, une question qui est tellement importante concerne les tendances communes. Si on regarde les développements depuis les années 1980, disons, par exemple, la montée du populisme. Ce qui est très frappant pour moi, c'est que les partis d'extrême droite populistes, on les trouve dans tous les systèmes différents, où on trouve des tendances politiques comme ça dans tous les systèmes politiques aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et donc, il faut, à mon avis, je ne veux pas dire que les institutions ne sont pas importantes, mais il faut prendre en compte des autres choses qui ne sont pas institutionnelles, des variables qui ne sont pas institutionnelles dans le sens de Leibhardt en tout cas. Donc, on veut, même si les institutions sont stables, ont été stables et on observe un développement, un changement dans la dynamique de la politique, il faut, à mon avis, trouver d'autres explications que les explications des institutions. Et pour la plupart, aux États-Unis et dans les autres pays européens, pour la plupart, les institutions ont été assez stables. La Constitution américaine n'a pas changé depuis la fin du XVIIIe siècle, ou pas beaucoup en tout cas. On n'a pas eu de changement constitutionnel pendant les dernières 4 décennies, mais la dynamique politique aux États-Unis est tout à fait différente aujourd'hui que dans les années 60 ou même les années 70. Et il faut, pour expliquer ce changement de la dynamique, il faut clairement prendre en compte des variables, des conditions qui ne sont pas institutionnelles ou constitutionnelles dans le sens étroit de sciences politiques. Et ça va nous amener à considérer d'autres explications qui concernent également les contextes macro, mais qui ne sont pas institutionnels dans le même sens que l'institutionnalisme de Leibhardt et d'autres politologues. D'abord, l'économie, le niveau de développement économique et également la structure de l'économie qui a changé beaucoup, évidemment. Deuxième théorie, si vous voulez, deuxième perspective qu'on va discuter, c'est la culture politique. On peut bien imaginer que la culture politique change et que la culture politique est un aspect important du contexte macro. Et finalement, les rapports de force entre groupes sociaux, classes sociales, on va discuter les syndicats, le déclin de taux de syndicalisation dans presque tous les pays européens et nord-américains depuis les années 70. Donc, on va essayer de développer des perspectives théoriques qui sont alternatives à la perspective de Leibhardt. OK, finalement, et je pense que je peux finir dans 15 minutes, quelque chose comme ça. L'organisation du cours. Alors, la structure de base est la suivante, ça doit être clair. On va avoir 13 conférences, on a déjà presque fini. Une conférence, c'est-à-dire ça nous reste 12. Chacun 2 heures, comme je dis, on va normalement prendre une pause, donc ça veut dire 1 heure et demie, quelque chose comme ça pour moi.
tous les mardis, évidemment, à 7 heures ici. En plus, on va avoir des tutorats, discussions de lecture en groupe. Nous allons former 4 groupes de tutorat. Chacun de ces groupes va se rencontrer 3 fois pendant le semestre pour discuter des lectures je vais vous montrer tout de suite. Un de ces groupes tutoriels va être un groupe en anglais. Et si vous voulez vous participer dans le groupe anglais, il faut que vous écrivez, vous parlez anglais évidemment dans le groupe et vous écrivez votre travail individuel en anglais. Ça, c'est le requis. Vous pouvez toujours... Donc, pour l'évaluation, il y a un travail individuel, 4 pages, un essai sur les lectures et l'examen écrit. Vous pouvez tous écrire l'examen en anglais ou en français. Vous pouvez écrire votre essai en anglais, même si vous n'êtes pas dans le groupe anglais. Mais on ne peut pas être dans le groupe tutoriel anglais sans écrire le travail individuel en anglais. Et pour vous, si vous voulez vous inscrire dans le groupe en anglais, il faut envoyer un mail à Anna-Lena et tout ça est expliqué dans le syllabus. Les lectures, comme j'ai dit déjà, sont tous en anglais. Il y a un livre, le livre de Leipart. On va discuter, je pense que c'est 3 chapitres de ce livre qu'on va discuter dans le tutorat. Ce n'est pas complètement requis, mais j'aimerais bien... Vous devrez peut-être lire les autres chapitres de ce livre. C'est un livre très intéressant, très important pour mes conférences. Le livre est disponible sur un site qui s'appelle JSTOR et vous pouvez regarder tous les chapitres du livre sur JSTOR si vous voulez. On peut bien participer dans le cours sans lire le livre en entier, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose. Tous les articles et les chapitres du livre de Leipart qu'on va discuter dans les tutorats vont être sur notre site Moodle. Donc, vous pouvez trouver tout ça là. Et comme j'ai déjà dit, pour l'évaluation, pour la note, il y a 2 composants, un travail individuel et l'examen écrit. Voilà le programme de conférence. C'est pas nécessaire de discuter ça maintenant, mais vous voyez là les sujets qu'on va aborder, que je vais aborder. Le programme de tutorat, et vous voyez là les dates pour groupe 1, 2, 3 et groupe anglais, et les lectures qu'on va discuter. Peut-être je dois expliquer. Donc, les tutorats auront lieu les mercredis. Pour participer dans le groupe anglais, il faut s'inscrire par mail. Pour les autres 3 groupes, vous êtes affectés effectivement par votre nom de famille. Donc, si votre nom de famille commence avec un A, vous êtes membre du groupe 1 et vous voyez là les dates quand le groupe 1 va se réunir. Les diapositives de mes conférences, mes cours ici, seront toujours disponibles sur Moodle avant les conférences. Donc, vous pouvez télécharger les diapositives si vous voulez, les lire avant, prendre les notes, les imprimer, prendre les notes sur les diapositives si vous voulez. Comme j'ai déjà dit, les questions, remarques sont toujours possibles et encouragées pendant le cours.
Et si vous vous sentez un peu timide, si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer des questions, remarques, suggestions par mail. Et si vous me posez une question par mail, je trouve ça une question intéressante, une question d'intérêt général. Je vais répondre à la question dans ma conférence. Tutorat commence au début d'octobre. On va poser des questions pour discussion sur Moodle avant chaque tutorat. Participation dans le tutorat n'est pas obligatoire, mais on va discuter les lectures dans le tutorat et vous allez plus tard écrire un essai sur certaines de ces lectures. Et donc, ça doit être clair que participer dans le tutorat va certainement vous aider d'écrire ce essai. Toutes les séances tutorielles ainsi que les conférences seront disponibles sur Media Server. Ça, c'est les lectures. Encore une fois, vous les trouverez sur le site Moodle. Travail individuel, essai de 4 pages. On va discuter qu'est-ce que ça implique dans le tutorat. Vous pouvez choisir, il faut choisir 2 lectures que vous allez comparer effectivement. Et vous devrez être capable de dire, moi j'aime beaucoup mieux cette étude-là pour les raisons suivantes. L'examen sans documentation sur l'ensemble de la matière traitée, aussi bien en conférence que lors de tutorat, 6 questions sur 8, et on va vous donner des exemples de questions vers la fin de la cour. Une petite notice, et c'est probablement pas très importante, mais si vous ne soumettez pas votre travail individuel avant la session d'examen, vous allez avoir une note d'absent. Il faut soumettre le travail individuel et prendre l'examen. Et évidemment, vous pouvez soumettre le travail individuel ainsi que prendre l'examen pendant la séance de rattrapage en août-septembre. Mais supposons que vous avez obtenu une note satisfaisante, soit sur l'examen, soit sur le travail individuel, vous ne pouvez pas refaire l'examen ou le travail individuel. C'est-à-dire, si vous obtenez une note satisfaisante sur un de ces 2 composants, ça reste la note de cette composante et il faut refaire ou soumettre l'autre composante pendant la période session de rattrapage. Je pense que ça doit être clair dans la formulation là. C'est tout pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je dois répondre maintenant? OK. Je ne pense pas. Je suis disponible. Si vous avez des questions individuelles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et on se voit la semaine prochaine ici. Merci. Oui, ça c'est pas bon. C'est pas conséquent. Hein? Non, mais je voulais juste savoir quel était... Alors, je vais vérifier. Je ne veux pas décider maintenant. Ça concerne
la disponibilité de l'assistance. Voilà. Je vais regarder ça, je vais vérifier, je fais une annonce sur Moodle. Ok. Alors, merci beaucoup. Je vais écrire, mais à mon avis, c'est comme vous voulez, vous prendre l'un ou l'autre. Non, c'est pas, c'est pas des listes. Moi, je dirais que c'est le premier nom de famille. Parce que parfois dans différents cours, ils changent. Ouais. Et s'il n'y a pas de liste, Non, il n'y a pas une liste. Vous pouvez juste dire à Annalena, l'assistante, voilà, c'est mon nom, je ne vais pas critiquer. Donc, si vous pouvez dire ça par mail, mais vous pouvez. Le groupe est expliqué. Translation, okay. So I've signed up for the I'm not sure if I just searched after this. So if you want to raise Yes, I mean I've signed up for this one. for this class, then the two things you do. Number one, you need to in January, and you're not going to pass the exam if you don't listen to or sit here at this point. But you could also listen online. You don't have to do it, but you need to do that. And then, in order to do the essay, or get a good grade on the essay, you need to. And the tutorial groups are just meet 3 times. 3 times in the semester. They meet 3 times in the semester. They meet on Wednesdays. Suppose that you do the tutorial group in English. Now you send an email to Annalena saying I want to you see the 2 dates when they need to meet. Okay. What if I have no availability on the my main subject is studying French. If I have so many things in the week, Then, I talk to my faculty. yeah, so then what you have to do is listen to the tutora recordings of your tutora I group. can still do that. You can still do that. Whether you are there or not, nobody will write that down. You have no idea whether you're actually, except that if you miss, you end up writing an essay or 2 readings, and you are in danger of saying things which are foolish, and had you been at the tutora, you would know that they were foolish, right? So there is no, but you could easily, nobody grades you on past participation. So listen to the tutora to make sure that you haven't said any, that you don't say anything. Okay, so that would work. Thank you very much. All the questions I'll take from my faculty. All right. J'avais déjà fait le séminaire. Est-ce que vous avez soumis un
travail individuel l'année dernière et vous avez reçu une note. Vous avez, donc vous avez eu une note sur le travail. Est-ce que la note du travail individuel, c'était satisfaisant ou non? Oui. Donc vous avez raté l'examen, c'est ça? Groupe tutoriel. Dans le groupe tutoriel. Non, pas par rapport à ça, je vous parle du séminaire, pas du tutorat. Du séminaire D'accord. avec l'autre enseignant. D'accord. C'était sur la vie. Mais vous avez raté ce cours. Non, j'ai réussi ça. Mais j'ai raté ce cours-là, là, avec Vous avez raté mon cours. Oui. Et la question c'est, est-ce que Je dois vous... refaire les séminaires. Il faut refaire mon cours. Ce n'est pas nécessaire de refaire un séminaire dans lequel vous avez eu une note satisfaisante. Donc, il faut refaire mon cours. Et si j'ai bien compris votre situation, vous devrez participer dans le tutorat de mon cours et refaire le travail individuel ainsi que l'examen. Mais à mon avis, le séminaire n'a rien à faire avec mon cours et vous avez déjà eu une note satisfaisante dans le séminaire, donc c'est que mon cours qu'il faut refaire. D'accord? Oui, OK. I'm an Erasmus student, so I would take the classes in French, but as I understood, we will take the lectures in English, and also we have the possibility to do the tutorials in English too. So I was wondering if it will be possible to do the exam in English. Yes, you can write the exam in English. Okay. That doesn't, so it doesn't matter, I don't know what Erasmus says about that, but from my point of view, They don't mind. right, if they don't mind, you can get a grade in this course taking your exam in English, whether or not you're in the English tutorial. So you can also be in the English tutorial if you want, or you can be in the French-speaking tutorial. That's one choice. Irrespective of how you, even if you were to choose a French-speaking tutorial, you can write your essay and you can write your exam in English. Right, but the questions will be in English too? Or they No, the questions will not be in English. Okay. But you will have access to a dictionary. And I mean, if you don't, the lectures are only available in French. Yes. I'm going to give my lectures in French. Yes. So if you couldn't understand the questions on the exam, Yes. then you can't understand my lectures either. It's different because, you know, the French, when you hear, it sounds different. But I will try my best. So. Yeah, I think that by the time, I mean, we're talking about January now. I can't imagine that you couldn't. No, okay. That in January I don't think that it will be a problem. No, I don't think but so. I can take a dictionary. You can have a just dictionary in case. with you. Okay, and also I have another problem because I cannot access to the Unique account. I don't know why, and I was trying to contact with the IT services, but I don't know where are they. So, and I have to get inside for the Moodle and for having all the lectures. So I don't know what to do. I asked already a girl, but she didn't know what to do. They should be able to help you. The general secretary? Well, the student secretary, yeah. Or the people in Erasmus. They didn't have. But there is an international students office, right? Yes. So I don't know how, but there must be a solution to this. It's just finding the right person who can help you. Okay.
But you don't need, did you get a syllabus? Yeah, but so here is a hard copy of the syllabus. Thank you. And there is nothing other than you were here today, you will, if you want, if you send me an email, I can send you the PowerPoint slides for today's lecture. Okay. So we can do that separately. Send me an email, and I can send you that. But there is no readings. There's at least 2 weeks before you need to read something for the course. So in that sense, there is time to figure this out. Perfect. Yes, I will try to figure it out. Okay? All right. Thank you so much. Yeah. L'anglais, c'est pas mon fort. Je voulais juste savoir, pour le travail individuel, il faut absolument valider le travail individuel, passer l'examen ou ils sont indépendants? Il faut donc, le travail individuel, c'est 1/3 de la note globale pour le cours. L'examen, c'est 2/3. Donc, il faut avoir une note, et donc une note satisfaisante. Et à mon avis, normalement, c'est très rare qu'on rate le travail individuel. L'examen est pris. Il y a plus d'étudiants qui ont des problèmes avec l'examen écrit. Et vous pouvez aussi parler avec l'assistant, si vous voulez, avant de soumettre le travail individuel. Voilà, je vais faire une comparaison de ces 2 textes. Et mon idée principale, c'est la suivante. Est-ce que vous avez des conseils ou quelque chose comme ça? Non, exact. On doit éviter. Mais nous allons également vous donner un peu plus de guidelines pour laisser quelles sont nos attentes. On va préciser les attentes. Donc, à mon avis, le travail individuel n'est pas grand-chose. Ça doit pas être une source d'inquiétude. OK? C'est tout bon. Merci. Très bien. Yes. On s'est rencontrés pour un Doc Mobility. Qui n'a jamais eu lieu, malheureusement. Hein? Qui n'a jamais eu lieu, parce qu'il y a eu le Covid. Ah oui? Ouais. Ah oui. C'était à Lune. Super hier. Oui, tu étais... C'était février, c'était la séance. Ouais. C'était l'année Covid pile. C'était l'année Covid. Début mars, Ouais. début février. Ouais. Mais tu es allé ou non? Non, Non, pas du tout. Enfin, oui, 2 semaines, quoi. 2 semaines. Voilà. En Suède. Ouais. C'était ton truc, c'était ce parc. Exact. Tri-national. Ouais, Tri-national, ouais. Ouais. C'est ça. Du coup, ça s'est jamais fait. Mais tu as fini le projet? Pas encore. Non plus, pas encore. Bientôt. Enfin, j'ai eu le colloque déjà. Ouais. Presque fini. Ouais. Non, mais c'était horrible pour tout le monde. Mais surtout l'actuel, ils avaient Ouais. mis tellement de temps à fermer que Ouais, c'était bizarre. ouais. Enfin bref. Ok, À bientôt. bon cours. Merci.
L'intro, il était parmi vos options. Enfin, vous auriez pu faire ça. Oui, non, c'est pas pour vous. Pour vous juger. Ok, mais du coup, c'est une possibilité. Un politologue, il peut venir ici sans jamais avoir fait de. C'est un autre cours de jeu ou pas? C'est juste pour moi, savoir. Merci.